said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me... Surnommée la ville rose, en raison de ses bâtiments en briques rouges qui semblent rosir sous le rayon du soleil, cette métropole du sud-ouest de la France est bien plus qu'une simple escale sur la carte. La cité aux mille secrets s'étend le long des méandres de la Garonne. Bienvenue à Toulouse, où chaque coin de rue, chaque bâtiment, chaque église centenaire dissimule un récit qui ne demande qu'à être révélé. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'âme de la ville rose et vous emmenons avec nous pour explorer ses secrets et ses merveilles architecturales. La place Saint-Pierre est un lieu emblématique de la vie nocturne étudiante. Bien que ce ne soit pas une place traditionnelle, sa convivialité, ses vues panoramiques et sa scène animée la rendent incontournable pour quiconque recherche divertissement et culture dans la ville rose. Depuis cette place, on accède à la promenade Henri Martin, qui est une voie piétonne située dans le quartier du Capitole. On profite de la vue sur la Garonne, quand d'autres s'adonnent au ski nautique. La promenade porte le nom d'un peintre toulousain depuis 1984. Et d'ici, on admire le pont Saint-Pierre. Lien emblématique entre la place Saint-Pierre et l'hôpital de la Grave. À l'origine, construit en bois entre 1849 et 1852, ce pont était un passage payant pour piétons et cavaliers, soutenu par de solides piliers en pierre et en briques, renforcés par des câbles métalliques. De là, on y aperçoit également le pont Neuf. En 1927, le pont subit une transformation majeure, se métamorphosant en un ouvrage métallique suspendu, reconnu pour sa beauté architecturale. Mais après 60 ans de service ininterrompu, un nouveau pont long de 240 mètres fut érigé en 1987 pour remplacer son prédécesseur. Après avoir traversé le pont, nous arrivons au dôme de la Grave. C'est un des édifices les plus photographiés de la ville, reconnaissable de jour comme de nuit grâce à son dôme lumineux. Le monument fait partie de l'hôpital de la Grave, fondé en 1197 pour accueillir les pestiférés. La construction de la chapelle a commencé en 1758 et a été achevée en 1845 avec des travaux majeurs pour renforcer sa structure. La chapelle est classée monument historique depuis 1978 en raison de son architecture distinctive et de son rôle dans l'histoire de la ville. Quelques mètres plus loin, nous repérons un lieu fort sympathique où nous reviendrons plus tard pour une soirée au bord de l'eau. Mais pour le moment, nous continuons notre visite en direction de la galerie Le Château d'Eau, un centre d'exposition et de documentation dédié à la photographie. Établie dans un ancien château d'eau érigé au début du 19e siècle, la galerie a été fondée en 1974 par le photographe toulousain Jean Dieuzède. À l'extérieur, on y trouve un petit jardin qui permet de s'asseoir après la visite. Le centre a évolué pour devenir en plus une bibliothèque publique municipale en 2020, offrant un fonds spécialisé très riche en photographie. Nous passons sur le pont Neuf pour rejoindre le centre-ville et le couvent des Jacobins. Disagree.
the circumstances, not me. Who has got the time? Not me. I'm a gazelle, always running. Adrenaline in every blood cell. Some say I'm on wrong, but I don't care. Oh, I swear I don't care. Don't care. Kill the lights, I'm out. Or kill the noise. Or do without me. C'est un joyau de l'art médiéval, conservant une église unique en son genre avec sa double nef. La vie de la communauté religieuse s'organisait autour du cloître, réfectoire, salle capitulaire et chapelle funéraire ornée de peintures. L'église surprend par la légèreté de ses voûtes et sa luminosité intérieure. D'aspect austère et massif à l'extérieur, elle emprunte à l'art gothique, ses voûtes complexes et ses hautes fenêtres. Le jardin du cloître reste un véritable havre de paix au cœur de la ville. Et nous avons la chance de profiter de l'exposition La Fabrique de l'Opéra du Capitole, où près de 150 pièces exceptionnelles sont exposées dans une scénographie spectaculaire et immersive. Parmi ces trésors, on peut admirer les costumes de Casse-Noisette, Ariane, Naxos, mais également l'extraordinaire escalier de la Valkyrie, ou encore des impressionnantes perruques imaginées par Christian Lacroix pour Un Baio in Machera. C'est aussi l'occasion de revenir sur une période méconnue de l'histoire du couvent des Jacobins qui a hébergé les ateliers de l'Opéra national du Capitole de 1954 à 1981 dans l'ancien réfectoire. On y retrouve ainsi les différents métiers de la création, de la direction artistique aux ateliers de production, peinture, sculpture, ferronnerie, couture, en passant par les rôles du scénographe et du bureau d'études. La visite est fascinante et c'est l'occasion rêvée de plonger dans les coulisses de l'Opéra national du Capitole et de découvrir ce qui prélude à la magie du spectacle. Nous quittons ce lieu de tranquillité et décidons de parcourir les charmantes rues et ruelles de la ville où l'on admire l'architecture.
même la surprise de découvrir une maison à colombage. À n'en pas douter, se promener dans la ville est un véritable plaisir pour nos yeux. Nous arrivons maintenant dans le musée du Vieux Toulouse. Fondé en 1907, il est situé dans l'hôtel du Mai, hôtel particulier de la fin de la Renaissance. Il offre un voyage dans le temps à travers des salles thématiques dédiées à l'histoire et à la culture de la ville. On y explore l'évolution de Toulouse, ses institutions anciennes, la vie artistique du 19e siècle, les artistes locaux, et on y découvre des collections de faïences locales, ainsi qu'un aperçu du costume et de la vie populaire au début du XXe siècle. C'est un lieu qui permet de plonger profondément dans le patrimoine riche et varié de Toulouse. À quelques mètres de là, nous découvrons la fameuse place du Capitole, également connue en occitan sous le nom de Plaça del Capitoli. Vers la fin du XVIIe siècle, on a vu naître les premiers projets de place royale. La transformation progressive de cette place n'a réellement débuté qu'au début du XVIIIe siècle. La construction de sa façade monumentale, impliquant les meilleurs artistes locaux de l'époque, s'y réalisait à ce moment-là. Au XIXe siècle, la place a pris sa forme actuelle avec la construction des côtés sud, nord et ouest dans le style néoclassique entre 1809 et 1852. Elle est devenue un site protégé depuis 1943 et a été intégrée dans le site patrimonial remarquable de la ville en 1986. La place du Capitole est riche en symboles et l'un des plus emblématiques est la croix occitane, qui est une croix grecque à 4 branches, terminée par 3 boules, soit un nombre total de 12 boules. Cette croix étant un symbole du christianisme, les 12 boules se référaient traditionnellement aux 12 apôtres. En 1995, la place a été décorée par le sculpteur-peintre Raymond Moretti. Il a alors imaginé une œuvre basée sur le chiffre 12, car il ne pouvait représenter les 12 apôtres en face de la mairie, du fait de la notion de laïcité qui commençait à faire son apparition. Ce sont donc les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année et les 12 heures du jour qui y ont été représentés. Nous quittons la place pour nous rendre à la basilique de Saint-Cernin, joyau de l'architecture romane, édifiée à la fin du XIe siècle pour abriter les reliques de Saint-Saturnin. La basilique, avec son architecture imposante et ses 260 chapiteaux romans, est un témoin exceptionnel de l'art roman méridional. Elle a été classée monument historique en 1840 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site majeur sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Elle reste le monument le plus visité de la ville, non seulement pour son architecture grandiose, mais aussi pour les 128 reliques qu'elle abrite, faisant d'elle l'église en France possédant le plus grand nombre de reliques. Changement d'ambiance, puisque nous nous dirigeons vers le jardin japonais, un havre de sérénité au cœur du quartier qu'on pense Caffarelli. Amateurs d'espaces verts, il nous est impossible de manquer la visite de ce jardin classé jardin remarquable de France. D'une surface de 7000 m²,
Son histoire prend racine en 1981, lorsque Pierre Baudy, alors maire de Toulouse, réalise son rêve de créer ce jardin. Inspiré par ses voyages, en particulier par le jardin de Dublin, il a souhaité offrir aux Toulousains ce coin de quiétude, et on peut dire que c'est réussi. L'harmonie y règne avec un jardin minéral, un authentique pont en bois rouge reliant une île paradisiaque. Ses influences remontent au jardin de Kyoto, créé entre les XIVe et XVIe siècles. Isolé par des rideaux de verdure et une colline, le jardin invite à la méditation. Ce joyau paysager abrite un jardin sec agrémenté d'une île grue, une île tortue et 9 rochers. Il y a aussi un lac, un pavillon de thé et un jardin planté avec une cascade sèche, des pas japonais, des lanternes, une île du paradis, le mont Fuji et les pierres des Trois Saints. En ces lieux, on découvre également un buste de maître Taisen Deshimari qui a joué un rôle clé dans le développement des dojos zen en France dans les années 1970. La nuit commence à tomber, et nous décidons tout de même de nous rendre à l'incontournable cathédrale de Toulouse. Ses racines se perdent dans la nuit des temps, puisque les premières traces remontent à 1071. L'architecture de la cathédrale est singulière, résultant d'un mélange d'éléments architecturaux de diverses époques. La cathédrale Saint-Étienne est érigée sur les fondations d'une chapelle du IIIe siècle, construite par saint Saturnin, pour être ensuite reconstruite par saint Exupère. Elle semble être une église en perpétuelle transformation, une cathédrale inachevée, reflétant les multiples révisions et ajouts à travers les âges. À l'intérieur de cette cathédrale exceptionnelle, on découvre une fusion unique d'architecture. La nef raymondine, aux voûtes imposantes, est un exemple marquant du gothique méridional. De l'autre côté, le chœur rayonnant dégage une aura de style gothique d'Île-de-France. Chose incroyable, la nef gothique est entourée de 15 chapelles pentagonales. Nous n'allons pas rentrer dans les détails car beaucoup de choses sont à dire, et nous vous laissons contempler cette visite de la cathédrale, tout comme nous l'avons fait pendant un long moment, tant il y a de détails à observer et de choses à apprendre. Une visite guidée est d'ailleurs possible. Direction Place Saint-Georges, qui, au XVIe siècle, était un lieu de rassemblement pour des assemblées populaires et des exécutions publiques. De nos jours, la place a été rénovée et on y trouve des marchés et des commerces. Une aire de jeu avec un dragon en bois a également été ajoutée en 2021.
Il est maintenant temps de retourner de l'autre côté de la Gironde pour terminer notre soirée. Nous marchons dans la rue d'Alsace-Lorraine et nous passons devant le musée des Augustins, qui est le musée des Beaux-Arts de Toulouse. Comme prévu, nous arrivons au port de la Viguerie où nous prendrons un verre et quelques tapas au bord de la Garonne. À bientôt pour de nouvelles découvertes.